pense que cela est la conséquence de la privatisation de nos institutions. Monsieur Kabaye Djibril a fait croire aux uns et aux autres que le Parlement, c'était sa part de beefsteak, sa part à lui, que le président de la République avait déjà pris la présidence comme sa part de gâteau, et que dans la redistribution de l'État seigneurial, lui, il serait comme ça, le propriétaire du restaurant familial qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et il a donc inséré des individus qui ont commencé à développer ces mêmes logiques, croyant que c'est l'affaire de leurs frères, c'est l'affaire de leur père. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont surpris par la guerre déclenchée entre les acteurs intrasystème, parce qu'il faut aussi relever que ce limogeage est une conséquence du grand soir qui a débuté, où on essaye donc de commencer à couper certaines têtes. Et au regard des malversations à l'Assemblée nationale, avec ce coût de 2 milliards, avec également ce rapport qui a été publié par le questeur, bon, en tout cas ce discours de la commission, et vous vous rendez donc compte qu'aujourd'hui, il va falloir accélérer les choses. Et une fois, on avait rappelé sur ce plateau que cette sortie n'était pas anodine. Certes, vrai, il y a des faits qui peuvent être vérifiés, mais toujours est-il que l'opportunité, le timing répond à un agenda particulier entre les différents acteurs du système qui se sont lancés dans la succession après M. Biya. Voilà Aristide Monod qui revient sur le débat successoral de M. Biya, et cela nous interpelle, les militants de la Renaissance, de rester vraiment droit dans notre botte. Parce que voyez-vous, dans la machine gouvernementale, ils savent qu'avec l'âge très avancé de M. Biya, ses proches entourages profitent de cet âge avancé-là pour faire certaines choses contre sa volonté. Et Kabayege, qui sait que lui aussi, M. Biya lui fait confiance avec l'Assemblée nationale, il fait tout pour protéger cette Assemblée nationale-là en redistribuant quelques chaises à les membres de sa famille, les membres de sa région, au point où plusieurs de ces membres-là ont constaté, peut-être qu'avec les délégations de signature et les cachets, se sont dit à un moment donné que bon, c'est pour nous, donc on fait de ça ce qu'on veut. Mais voilà que dans ce même sillage-là, puisque c'est l'affaire publique, il y a également les ressortissants d'outre-mer qui veulent aussi s'interroger sur comment on fait pour devenir soit directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, soit secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et tout cela, ils veulent également espérer que si jamais ils maîtrisent les contours de comment on fait pour y arriver, eh bien peut-être ils aussi seront candidats. Et c'est en se battant comme ça que les grandes voix sonnent un peu plus fort, et nous sommes donc capables d'écouter cela à l'extérieur, comme cela est d'aujourd'hui d'actualité qu'on en parle. Donc, vous allez régulièrement avoir affaire avec des gens comme ça qui sont coincés dans le système et ne sont pas sûrs de leur position dans le MRC, et si jamais ils tournaient la veste, quels seront leurs positionnements dans le MRC, vous pondre des injures du genre que vous êtes en train de rêver, du genre quand on ne serait jamais président, du genre réveillez-vous. Ils vont tout faire pour vous montrer qu'en réalité, voilà, vous êtes en train de perdre votre temps. Question de vous décourager. Et voilà surtout là où il y a le piège. Quand c'est bon chemin, d'abord, quelqu'un qui a une idéologie, c'est comme une croyance. Si tu crois que Dieu existe, est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te dire qu'il n'existe pas pour que cela retire en toi toute la détermination avec laquelle tu as toujours manifesté ta foi? Certainement non. Parce que la foi, c'est quelque chose qui n'espère pas. Quand on a la foi en quelque chose, on ne dit pas des si. Si il fait ceci, je fais comme ça. Non. Quand on croit en quelque chose, on croit parce que cela donne un sens véritable à la vie qu'on vit. En anglais, on va dire faith in God give meaning and purpose to human life. Donc, la foi au projet de la Renaissance peut donner un sens à ta vie, peut t'aider à clarifier ton environnement, peut t'aider à choisir tes amis,
peut t'aider à choisir les sujets sur lesquels commenter, peut t'aider à faire la part des choses, à savoir déployer ton énergie. Parce qu'en réalité, on n'est pas dans un pays normal. Et celui qui n'a pas encore compris ça, eh bien, s'amuse. Et c'est la façon que tu vois l'autre, l'adversaire, qui lui donne le poids sur toi. L'interview de Ngannou hier, il a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, lors des préparations des combats, il y a des blessures que des différents acteurs peuvent concevoir. Mais la plus grosse force de chaque combattant ou bien de chaque bagarreur, c'est de tout faire que l'autre camp ne sait pas où tu as mal. C'est de tout faire pour que l'autre ne soupçonne même pas que tu as ce mal-là. Et parce qu'il n'a pas l'idée que tu as cette blessure-là, vous allez beau combattre dans un ring, mais il ne saurait jamais te frapper là où ça te fait déjà mal. Écoutez cela et traduisez ça dans le combat de la Renaissance. Comment est-ce qu'en interne, on se protège pour que les infiltrations du RDPC trouvent faillite à la maison? Comment est-ce qu'on fait? Donc, ce n'est pas tout qu'on met sur la place publique. Ce n'est pas tous les débats qu'on cause. Parce que Ngannou a encore parlé, vraiment, excusez que j'utilise le cas Ngannou, c'est un cas légion, et ça nous permet d'ouvrir notre esprit sur les enjeux du grand soir. Ngannou a également dit, lorsque son petit frère vient et puis commence à lui donner ce qui se passe dans la toile, à un moment donné, il est obligé de demander à son petit frère, vraiment, ça fait trop d'informations à consommer. Parce que lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a déjà une cible, on cesse de se distraire. On ne peut plus se permettre d'être invité à chaque rôle. C'est-à-dire, on ne peut plus se permettre de prendre tout comme information. Ça veut dire qu'à un moment donné, on serait distrait. Donc, lorsque l'objectif, c'est de soutenir la Renaissance, c'est d'accompagner Bia à une retraite paisible et en donnant la chance à Maurice Kamto d'arriver à Etoudi, eh bien, on devrait être sélectif sur ce qu'on consomme, sur quoi on pose la voix. Et puis, on ne devrait pas être dispersé dans les analyses. On ne devrait pas être dispersé. On devrait davantage comprendre la frustration dans le camp adverse et l'utiliser pour nos propres ambitions. J'ai dit, c'est la convention qui est importante en ce moment. Et nous allons utiliser les faits sociaux, les faits divers, pour alimenter le succès de la convention. Que chaque membre de la Renaissance, que ce soit ceux qui sont payés, ceux qui ne sont pas, cotise d'abord. Oui. Parce qu'on ne fait pas une convention sans louer une salle. Et il y aura des séances, il y aura des gens qui vont venir sans domicile. Il y aura des matelas qu'on peut prévoir pour eux. Il faudrait qu'ils aient la capacité de dormir. Ça veut dire, n'importe où que vous nous écoutez, vous pouvez aider la Renaissance, la troisième convention à réussir. Et vous ne le faites pas parce que vous attendez à être maire. Vous ne le faites pas parce que vous attendez à être député. C'est l'argent que vous pouvez bien aller vous asseoir dans un bar et boire toute une nuit. Est-ce que vous allez demander après au barman de vous rembourser parce que vous étiez ivre lorsque vous étiez en train de boire? Certainement non. Quand on investit dans la Renaissance, on le fait parce que ça donne un sens à notre vie. Quand vous allez à l'église, vous donnez la dîme, vous donnez quoi encore? Les collègues et tout ça. C'est avec l'expérience que le pasteur, le prêtre va utiliser ça pour construire la maison de Dieu, non? Voilà. Donc, ce que vous mettez dans la cagnotte de la Renaissance, c'est pour entretenir cette flamme-là qui doit continuer à donner de l'espoir au peuple camerounais. Voilà.